Monsieur Louari, donc vous allez nous présenter l'essentiel de votre travail de thèse de doctorat qui s'intitule Étude de la cinétique de cristallisation des céramiques isoélectriques de type barium, titane, etc. Le jury ici présent, Ustad Chakmi, Asatida Boudran Chauqui, professeur de Constantine, Ustad Boudin Boubakar, professeur de Constantine A, et moi-même, Ustad Hamjim également. Donc, on va vous accorder de la maximum 40 minutes pour l'exposer. Après, on passe au débat. À vous la parole. Merci, monsieur. Monsieur le Président, Monsieur le membre bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accordé de participer à l'évaluation de ce travail. Je vais donc brièvement présenter mon travail de doctorat intitulé Étude de la cinétique de cristallisation des céramiques de type 1-X, BAY, CAM, Y, TI en 3, XBA, ZRZ, TI 1-Z en 3. Ma présentation est divisée en 4 parties. Tout d'abord, je vais commencer par une introduction. Par la suite, j'aborderai les techniques expérimentales employées durant cette étude. Puis, j'exposerai les résultats obtenus et enfin, les conclusions et les perspectives de ce travail. Commençons par l'introduction. Elle est structurée en 5 sections. En premier lieu, définition des céramiques et céramiques piezoélectriques, suivi de leurs applications. Après cela, définition des céramiques à structure perovskite, puis les raisons de choix de notre matériau, et enfin, l'intérêt de l'étude de la cinétique de cristallisation. Une céramique est un matériau solide de synthèse, inorganique et non métallique, qui nécessite souvent des traitements thermiques pour son élaboration. La plupart des céramiques modernes sont préparées à partir de poudres consolidées par ce qu'on appelle la mise en forme, et ensuite sont densifiées par un traitement thermique qui est le frittage. Certains matériaux céramiques deviennent électriquement polarisés quand ils sont tendus. Ce phénomène linéaire irréversible est appelé l'effet piézoélectrique direct, qui est donc l'aptitude de ces matériaux cristallins à produire une charge électrique proportionnelle à la contrainte mécanique qui les déforme. L'effet piézoélectrique direct est toujours accompagné par l'effet piézoélectrique inverse, où un solide se déforme lorsqu'il est placé dans un champ électrique. Ces céramiques sont ainsi appelées céramiques piézoélectriques. Selon donc l'un ou l'autre effet, les céramiques piézoélectriques ont de nombreuses applications. Par exemple, transducteurs acoustiques, résonateurs piézoélectriques, actionneurs et moteurs piézoélectriques, générateurs et transformateurs, capteurs de pression, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'une structure perovskite? Les perovskites forment une large famille des matériaux cristallins dont le nom dérive d'un minéral naturel qui est le titanate de calcium, identifié par le minéralogiste russe Perovskite. Par extension, on désigne sous la dénomination générique de perovskite un nombre considérable d'oxydes mixtes représentés conventionnellement sous la formule chimique AbO3. La structure perovskite idéale présente une maille cubique simple dont le groupe de symétrie PM3M où les atomes A occupent les sommets du cube, les atomes B occupent le centre du cube, alors que les atomes d'oxygène O occupent les centres de face. Pourquoi on a choisi ce matériau-là? Depuis environ 1957, les céramiques piézoélectriques, ou appelées communément piézocéramiques, les plus largement utilisées étaient les céramiques au zircono-titanate de plomb PZT, en raison de leur excellente propriété piézoélectrique. Cependant, et à cause de la toxicité du plomb, les dernières directives concernant la protection de l'environnement et la préservation de la santé des êtres vivants ont conduit à des restrictions sur l'utilisation de cet élément-là, ce qui a donc imposé la recherche des nouveaux matériaux multifonctionnels, exemple du plomb. Parmi ces matériaux exemples du plomb, les plus importants qui ont attiré une grande attention en tant que substituants puissants des PZT en raison de leurs propriétés piézoélectriques particulières
on trouve les piézocéramiques à base de barium, calcium, zirconium et le titane. Mais de quelle composition entre ces éléments-là s'agit-il? Parmi ces nombreux systèmes, exemple du plan, le matériau piézocéramique BA085, CA015 et TI09ZR01, dénoté par B6ZT, s'est révélé posséder un coefficient piézoélectrique élevé par rapport aux autres systèmes, y inclut les PZT. L'amélioration des propriétés piézoélectriques de ce système est attribuée à l'existence de la frontière morphotropique de phase, ou FRP, qui existe dans la composition M-X BA085 CA015X09ZR01 pour X égale 0,5. Donc, pour toutes ces propriétés, et cette raison, ou ces propriétés, ont donné cette composition intéressante. Voilà donc ce qui justifie le choix de ce matériau-là et avec cette composition. Passons-nous maintenant à la cinétique de cristallisation. Les propriétés des matériaux multifonctionnels sont le résultat du processus de cristallisation. Et la connaissance de la cinétique de cristallisation permet une meilleure compréhension de la morphologie cristalline et des mécanismes impliqués et aide à prédire le comportement de la cristallisation dans des conditions expérimentales extrêmes ou non testées. La cinétique de cristallisation des solides nanocristallins est étudiée par de nombreuses méthodes, telles que l'analyse d'ISC, les méthodes de diffraction des rayons X, les techniques microscopiques et la rayologie. L'analyse d'ISC est basée sur la mesure du flux de chaleur qui est dégagé par l'échantillon lors du processus de cristallisation et qui peut être enregistré dans toutes les conditions de chauffage, y compris essentiellement vitesse de chauffage linéaire ou qui donne le mode non isotherme ou isotherme conventionnel. Dans ce contexte, notre intérêt était d'étudier la cinétique du processus de cristallisation de ces matériaux-là préparés via la réaction à l'état solide, ainsi que le mécanisme de croissance de ces particules à l'aide du JSC et dans les deux conditions isothermes et non isothermes, mais aussi de vérifier la variation des paramètres cinétiques dans les deux modes, ce qui nous permet de conclure lequel des deux modes est le mieux adapté industriellement pour la synthèse de ces matériaux-là. Voilà donc pour l'introduction. Passons-nous maintenant aux techniques expérimentales employées pour achever ces objectifs-là. Cette partie-là est divisée en trois sections. En premier lieu, les méthodes de synthèse des poudres BCZT, et après cela, les techniques utilisées pour caractériser ces poudres-là, et enfin, les techniques utilisées pour étudier la cinétique de cristallisation de ces poudres-là. Commençons par la méthode impliquée dans la synthèse des poudres. La synthèse des céramiques fait intervenir de nombreuses étapes qui peuvent être rassemblées en 4 parties. Tout d'abord, la synthèse de poudre, après cela, la calcination en chamotage, et puis la mise en forme, et enfin le frétage. La préparation de la poudre est l'étape la plus importante pour l'obtention des solutions solides des céramiques massives, car elle agit sur les caractéristiques de la céramique. En effet, les propriétés de la céramique dépendent fortement de la pureté, l'homogénéité et la granulométrie de la poudre préparée. L'élaboration des poudres par voie solide est la méthode la plus directe pour l'obtention des solutions solides des céramiques massives. C'est le procédé le plus utilisé industriellement, car facile à mettre en œuvre et peu coûteux. Il consiste à faire réagir à haute température un mélange d'oxyde au décarbonate, voire même des nitrates, et est constitué de 4 étapes, qui sont choix et mélange des précurseurs, broyage et calcination. Donc, notre céramique, ou notre poudre céramique de cette composition générale-là est préparée via la réaction à l'état solide en utilisant cette équation de la réaction globale. Pour cela, nos précurseurs ont été mélangés en présence d'éthanol pendant 90 minutes en moyenne d'un agitateur magnétique qui tourne de 300 tours par minute, puis séchés à l'étuve à 80 degrés Celsius pendant 2 heures. Après cela, le mélange de poudre a été broyé dans un mortier en céramique, toujours en présence d'éthanol, pendant 10 heures, avant la calcination et l'étude cinétique de la
cristallisation. Passons maintenant aux techniques de caractérisation de ces poudres-là. Une fois que la poudre a été préparée, on l'avait caractérisée par de nombreuses étapes. Tout d'abord, l'analyse thermique. Nous avons suivi la formation des poudres ainsi que les réactions intermédiaires par l'analyse thermogravimétrique et calorimétrique différentielle. Pour cela, les analyses des expériences thermiques ont été réalisées au niveau du laboratoire LSP1 de l'Université de Guelmont sur un appareil ATG DSI de type STA 449 F3 Jupiter. Les échantillons ont été chauffés de la température ambiante jusqu'à 1200 degrés Celsius avec une vitesse de chauffe de 10 degrés Celsius par minute. Pour l'analyse structurelle, elle a été faite par diffraction des rayons X. Et ceci afin d'identifier et différencier les diverses phases d'un mélange et en déterminer leur domaine d'existence. Les diffractogrammes X de nos échantillons calcinés de 600 à 1000 degrés Celsius pendant une heure ont été réalisés au niveau du laboratoire des rayons X de l'Institut STA de l'Université de Constantine sur un diffractomètre de type Analytical Advanced. Il est à noter que tous les diffractogrammes X de nos poudres ont été enregistrés dans le domaine angulaire de θ de 20 jusqu'à 80 degrés. Quant à l'analyse texturale, elle a été faite par microscopie électronique à balayage. Afin d'observer la texture des grains et de déterminer leur taille cristalline. Les micrographies de nos échantillons calcinés à 1000 degrés Celsius pendant une heure ont été obtenues en utilisant une microscopie électronique à balayage de type CMJR GSM-ET 100 du laboratoire LSP1 de l'Université de Guelmont. Voilà pour les techniques de caractérisation de nos poudres. Passons maintenant aux techniques utilisées pour étudier la cinétique de cristallisation de ces poudres-là. Donc, les poudres, ou la cinétique de cristallisation des poudres-là, a suivi les étapes suivantes. Tout d'abord, les données DSI ont été collectées soit à différentes vitesses de chauffe qui donnent le mode non isotherme, soit à différentes températures de maintien, ce qui donne le mode isotherme. Elles sont converties en état d'avancement ou en degré de conversion de la réaction alpha. Puis, on a cherché le type de processus de cristallisation, est-ce qu'il est simple ou complexe, et ceci soit par la correspondance énergie d'activation degré de conversion, soit par la forme des pics de cristallisation. Après cela, on a calculé les paramètres cinétiques. On entend bien par les paramètres cinétiques l'énergie d'activation et les facteurs pré-exponentiels EA, et ce qui nous a permis de déterminer le modèle cinétique F-alpha. Et enfin, nous avons étudié le mécanisme de cristallisation ou de formation des particules de ces poudres-là, et ceci en appliquant l'équation de Johnson-May-Avram. Voici les techniques expérimentales employées durant cette étude. Passons maintenant aux résultats obtenus. Et cette partie-là discute les résultats de la décomposition thermique, celle de l'analyse des AXMR, et ainsi que les résultats de l'étude cinétique. Pour la décomposition thermique, voici les courbes DSC TG des poudres non calcinées. Elles sont répertoriées de la température ambiante jusqu'à 1000 degrés Celsius. La courbe TG montre une perte de poids globale d'environ 19%. L'évolution de la perte de poids peut être divisée en 3 étapes. Dans la première étape, une perte de poids d'environ 8% est observée entre la température 50 et 400 degrés Celsius. Dans cette plage de température, la courbe DSC montre un pic endothermique à environ 80 degrés Celsius qui est attribué à l'évaporation de l'humidité et autres impuretés organiques absorbées lors de la préparation de l'échantillon. Dans la deuxième étape, une perte de poids d'environ 2% est observée entre environ 400 et 700 degrés Celsius. Et cette perte de poids correspond à deux pics endothermiques. La première à 520 et la deuxième
le premier à 520 et le deuxième à 620 degrés Celsius. Le pic endothermique à 520 degrés Celsius est attribué à la décomposition du carbonate de barium, alors que celui du 620 degrés Celsius est causé par la décomposition du carbonate de calcium. Dans la dernière étape, une perte de poids d'environ 9% est observée à peu près entre 735 et 990 degrés Celsius. Elle coïncide avec deux pics. Le premier pic endothermique à 810 degrés Celsius et le deuxième exothermique à 910 degrés Celsius. Le pic endothermique à 810 degrés Celsius est causé par deux choses. La première, c'est la transformation de phase du carbonate de barium de la phase gamma en bêta. Et la deuxième, c'est la décomposition des carbonates résiduels, notamment le carbonate de barium, avec l'émission du CO2. La survenue d'un pic exothermique à 910 degrés Celsius est attribuée à la formation de la poudre de 6-T. Pour l'analyse structurale et texturale, ce graphique montre les diffractogrammes X des poudres calcinées de 600 à 1000 degrés Celsius pendant une heure. Les pics de diffraction de l'échantillon calciné à 600 degrés Celsius sont attribués aux composants à émission, surtout le carbonate de barium et l'oxyde de titane. D'après les diffractogrammes, des pics de diffraction des échantillons calcinés à 700 et 800 degrés Celsius, on peut voir que la structure pyrovisqueuse se forme simultanément avec les phases d'impureté, notamment le titanate de barium, le zirconate de barium et le titanate de calcium. En outre, les échantillons calcinés au-delà de 900 degrés Celsius montrent une structure pyrovisqueuse unique. La taille des cristaux, qui peut être estimée à partir de ces diffractogrammes, sont déterminés à partir de l'élargissement du pic le plus intense en utilisant l'équation de Debye-Scherrer. La valeur obtenue était d'environ 39,31 nanomètres. Quant à l'analyse texturale, voici donc les micrographies MEB des poudres B6T calcinées à 1000 degrés Celsius pendant une heure. On peut voir que les particules sont agglomérées, sont réparties uniformément avec une variation substantielle de taille. Cette taille des particules qui peut être estimée à partir de ces micrographies-là s'est avérée être dans la plage de 180 jusqu'à 600 nanomètres. Arrivons maintenant au résultat de l'étude cinétique et commençons par la cinétique non ésotherme. Voici les courbes d'ISC et les pics de formation ou de cristallisation des poudres PZT obtenues dans des conditions non ésothermes avec une vitesse de chauffe de 2,5, 5, 10 et 15 degrés Celsius. À partir de ces courbes-là, on peut voir que l'augmentation de la vitesse de chauffe entraîne une augmentation de la température de pic de formation des poudres PZT et de plus, le pic devient plus étroit. Pour le processus de cristallisation, dans le monde non ésotherme, il est déterminé à partir de la relation entre l'énergie d'activation et le degré de conversion. Si l'énergie d'activation ne varie pas avec le alpha, le processus est simple. Dans le cas échéant, le processus est complexe. Pour le degré de conversion, il peut être calculé ou déterminé à partir de la courbe ou du pic d'ISC de formation des poudres, en utilisant cette équation-là, comme il peut être calculé à partir de la fraction de surface S0 sur SF. Ou S0, c'est quoi? S0, c'est la surface du pic de cristallisation de T0AT, alors que SF est la surface totale du pic. Quant à l'énergie d'activation, elle est déterminée par les méthodes isoconversionnelles et libres, qui peuvent être classées en méthode isoconversionnelle différentielle dont l'applicante est la méthode de Friedman, et méthode isoconversionnelle intégrale dont l'une des meilleures est la méthode de Kissinger-Akira-Shinoz, abréviée par KS. La méthode de Friedman est basée sur cette équation-là, alors que celle du KS est basée sur celle-là dans les deux cas. Le traçage du côté gauche en fonction des 1 sur T donne une droite dont la pente est moins E alpha sur R. Voici donc les courbes tracées en côté gauche par la méthode de Friedman et côté droit par la méthode de KS. Les valeurs des énergies d'activation calculées à partir de la pente de ces courbes-là sont énumérées dans le tableau ci-dessus. Pour suivre
la variation de l'énergie de l'activation en cours du processus de cristallisation. Ces valeurs d'énergie d'activation obtenues dans les deux modes sont calculées ou sont tracées en fonction du degré de conversion alpha. Ce qui a donné ces graphiques-là. Donc, à partir de ces courbes-là, et pour les deux méthodes, on peut voir que l'énergie d'activation est pratiquement constante, avec une valeur moyenne de environ 385 kJ pour la méthode de Friedman et de 388 kJ par mole pour la méthode KS. Ceci suggère que le processus de cristallisation des poudres PZT dans le mode non isotherme est simple, c'est-à-dire que le matériau se forme en une seule étape. Pour les paramètres cinétiques, je dis bien qu'on n'entend pas les paramètres cinétiques, l'énergie d'activation et le facteur pré-exponentiel. Ces deux paramètres sont déterminés en utilisant la méthode d'analyse cinétique combinée, qui est une méthode de modèle d'ajustement linéaire. Elle est basée sur cette équation-là. Où le F-alpha, le plus connu, est connu sous le nom de Sistak-Berggren. Le traçage du côté gauche, en fonction de l'insureté, donne des droites dans la pente où la meilleure linéarité justifie le choix des deux paramètres n et m. Voici les courbes tracées en utilisant cette équation. Les valeurs de n et m qui ont donné une ligne droite parfaite étaient respectivement 0,84 et 0,74. La valeur de l'énergie d'activation déduite à partir de la pente de ce graphique, de cette courbe-là, ou cette droite, était de 395 kJ par mole. Alors, la valeur du facteur de pré-exponentiel, et qui est déduite à partir de l'intersection avec les ordonnées, était 1,38 10 puissance 18 moins 1. Donc, on a vu le type de processus, les paramètres cinétiques, et arrivons maintenant au modèle cinétique. Le modèle cinétique dans le mode non isotherme, il est déterminé en comparant la fonction de Sistak-Berggren avec les valeurs de n et m, obtenues avec l'ensemble des fonctions f-alpha les plus utilisées pour décrire le processus à l'état solide. Pour une meilleure différenciation entre ces modèles-là, toutes les courbes sont normalisées pour alpha égale 0,5 et le f-alpha sur f0,5 est tracé en fonction de f-alpha. Ce qui a donné ces courbes-là. Elle est clairement visible que la fonction expérimentale f-alpha correspond bien au modèle cinétique Avrami A3. C'est donc pour la cinétique non isotherme. Passons maintenant à la cinétique isotherme. Donc, la cinétique ou la cristallisation des poudres PZT a été également étudiée dans le processus, dans le mode isotherme en utilisant la méthode DSC. Et pour cela, où cette cinétique, ce mode, consiste à maintenir l'échantillon. On maintient l'échantillon à une température donnée et examiner son comportement en fonction du temps. Dans notre cas, les températures de maintien étaient 823, 833 et 838 degrés Celsius, alors que le temps de maintien varie de 20 jusqu'à 40 minutes. Dans les trois températures, la vitesse de chauffe était 30 degrés Celsius par minute. Bon, commençons par le type de processus de cristallisation dans ce mode-là. Contrairement au mode non isotherme, ici, le processus de cristallisation est dépisté par la forme des pics de cristallisation. Si les pics de cristallisation sont uniques, le processus est simple. Donc, la cristallisation se fait en une seule étape. Alors, la présence de plusieurs pics superposés indique que le processus est complexe et donc la cristallisation se fait en plusieurs étapes. Voici les pics DSC typiques tracés dans les trois températures de pulsion. Il est clairement visible d'après ces pics-là qu'ils sont uniques. Donc, le processus de formation ou de cristallisation des poudres PZT dans le mode isotherme est simple. Il est à noter aussi, à partir de ces pics-là, qu'il y a un élargissement considérable lorsque la température diminue, ce qui indique un comportement de la cristallisation dans les basses températures.
Donc, passons au modèle cinétique. Donc, avant les paramètres cinétiques, on aborde le modèle cinétique. Le modèle cinétique, dans le monde ésotherme, elle est déterminée en analysant les courbes alpha-temps par l'équation différentielle G alpha égale KT. Pour cela, on trace G alpha en fonction du temps en considérant les fonctions f alpha les plus utilisées, plus connues pour décrire le processus solide. Si le modèle cinétique sélectionné est correct, le tracé des courbes expérimentales donne une droite. Je répète, si le modèle cinétique ici sélectionné est correct, le tracé des courbes expérimentales donne une droite dont la pente correspond à la vitesse ou à la constante de vitesse K. Voici les courbes tracées en utilisant l'équation G alpha en fonction du temps. Elle est clairement visible que le meilleur ajustement linéaire était obtenu pour le modèle cinétique Abrami A3, comme le montre le graphique à côté, qui affiche les courbes J alpha en fonction du temps en considérant le modèle cinétique Abrami A3. Pour les paramètres cinétiques, ces deux paramètres sont déterminés dans le monde ésotherme en utilisant la forme logarithmique de l'équation d'Arrhenius. Le traçage du côté gauche en fonction de la sûreté dans une droite, dont la pente correspond à l'énergie d'activation, et l'intersection à l'axe des ordonnées correspond au facteur exponentiel A. Voici la courbe tracée. Donc, les deux valeurs de l'énergie d'activation obtenues de facteur exponentiel étaient 393 kJ par mois et le facteur exponentiel était 8,74 10 puissance 18 minutes moins 1. C'est tout pour la cinétique ésotherme et non ésotherme. J'aimerais bien maintenant parler sur le mécanisme de cristallisation ou de formation des poudres B6Z. Lors de la cristallisation, il y a deux phénomènes qui se produisent. Il y a la nucléation et il y a la croissance. Pour en déterminer le mécanisme, on utilise l'équation de Rankin et von Heimendorf, qui contient plusieurs paramètres, tels que l'indice de croissance, dimension de croissance, et ainsi de suite. Le plus intéressant, c'est l'exposant d'Abrami, car il dépend du mécanisme de nucléation et de croissance. Ce paramètre-là est déterminé en utilisant cette équation-là. Le traçage du côté gauche en fonction de log t moins temps donne une droite dont la pente correspond bien à l'exposant d'Abrami. Voici les courbes tracées en utilisant cette équation-là. Les valeurs de n, d'exposant d'Abrami n, qui sont obtenues à partir de la pente de ces droites-là, sont énumérées dans le tableau ci-dessus. Comme on peut voir, la valeur de n les valeurs de n sont pratiquement les mêmes dans les trois températures de maintien avec une valeur moyenne de 2,5. Après cela, l'application de l'équation de Rankin et von Heimendorf donne un indice de croissance P égale 0,5, ce qui correspond à une croissance des particules par diffusion contrôlée. Et selon la théorie de diffusion contrôlée, lorsque la valeur de n égale à 2,5, ceci indique que la nucléation des particules se produit à vitesse constante. Ce qui nous permet donc de conclure à propos du mécanisme de cristallisation des céramiques BCZT qu'elle se fait par diffusion contrôlée à vitesse de nucléation constante. Voilà ce qui m'amène à la fin de cette présentation. Pour en conclure, voici au début, en bref, les résultats numériques de la fréquence de collision des particules à barrière énergétique de la réaction et les modèles cinétiques dans les deux modes, ésotherme et non ésotherme, avec le mécanisme de formation des poudres BCZT. Et à partir de ces résultats, on peut déduire que la fréquence de collision des particules impliquées dans la formation de ces poudres-là était un peu élevée dans le mode ésotherme, alors que l'énergie d'activation et le modèle cinétique de réaction étaient les mêmes. Ceci nous permet de conclure que le mode ésotherme est le mieux adapté industriellement pour la synthèse de ces matériaux. Les points importants à développer dans les perspectives de ce travail sont tout d'abord étudier la cinétique de cristallisation de ces céramiques, mais pour différentes valeurs de X, Y et Z. Aussi, d'étudier l'influence de la méthode de synthèse
par exemple la coprécipitation, le sol gel, et ainsi de suite sur la cristallisation, sur la cinétique de cristallisation. Et enfin, étudier l'influence de certains composants. Ces composants sont dits aides-frétage, comme l'oxyde de zinc, l'oxyde de fer, l'oxyde de cérium, et ainsi de suite, sur la cinétique et plus précisément sur l'énergie d'activation de cette cristallisation. Donc, mon travail a été validé par 3 publications scientifiques avec un facteur d'impact de 1 sur 4, 276, 1,97. Voilà. Quelques communications nationales. Voilà. Et autres internationales. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire à propos de mon travail. Je vous remercie infiniment pour votre attention.